Bonjour tout le monde et merci de participer à cette conférence confinée qui aura une tonalité un petit peu particulière et qui me permet de finalement avoir l'impression de vous recevoir chez moi. Alors, je vais essayer je vais tenter de répondre le plus précisément possible à la question qui a été posée par ce congrès. Est-il possible de maigrir sans contrôle ou peut-on supprimer le contrôle? Alors, je ne sais pas si ce que je vais vous dire va vous rassurer ou vous inquiéter, mais si je réponds sur un plan physiologique, la réponse d'emblée est clairement non. Il est absolument impossible de se passer du contrôle. Voilà. Donc, supprimer le contrôle n'est pas envisageable. Euh, et pour aller un peu plus loin, il faut préciser de quel contrôle on veut parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le comportement alimentaire est un comportement par définition qui est physiologiquement contrôlé et il est contrôlé par des systèmes de régulation qui vont nous permettre de nous maintenir à notre poids d'équilibre, qui vont assurer notre équilibre nutritionnel et qui vont, dans une certaine mesure, même assurer notre équilibre psychologique. Alors, par exemple, pour ce qui est de notre poids d'équilibre, ce sont ces systèmes de régulation qui sont chargés de nous y maintenir en faisant varier, par exemple, nos sensations de faim. Ainsi, si vous mangez plus à midi, vous aurez moins faim le soir, vous mangerez moins, ça compensera le midi. Ou à l'inverse, si vous n'avez pas eu le temps de manger, vous aurez plus faim le soir et ça compensera aussi le midi. Et toutes ces variations, ces compensations liées à la faim sont destinées à vous ramener à votre poids d'équilibre. Bon, donc, clairement, quand quelqu'un prend du poids, c'est que ces systèmes n'ont pas fait leur travail. Alors, il y a deux circonstances je dirais, importantes. En fait, il y en a bien plus que deux, mais j'en retiendrai deux, dans lesquelles ces systèmes peuvent se dérégler et qui nous font rentrer dans les problèmes de poids ou même dans les troubles du comportement alimentaire. On peut rentrer dans ces problèmes donc de deux façons, essentiellement. La première, ce serait par ce qu'on appelle de l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire qu'on serait à un moment confronté à des situations difficiles de la vie qui généreraient des émotions et qu'on serait tenté de compenser par de la nourriture, de calmer avec de la nourriture. Et évidemment, au bout d'un certain temps, cette impulsion, cette alimentation émotionnelle pourrait entraîner une prise de poids. Et là, on peut être tenté de réagir en instaurant un autre type de contrôle qui est le contrôle mental, ce qu'on appelle aussi le contrôle cognitif. Une autre, dans le but évidemment de reperdre les kilos pris par l'alimentation émotionnelle. Une autre manière de rentrer dans les problèmes de poids et dans les troubles alimentaires, c'est de commencer directement par instaurer un contrôle, généralement du fait d'une forme d'insatisfaction corporelle, du désir de revenir à des formes corporelles plus idéalisées. Et là, donc, on instaurerait d'emblée un contrôle mental, mais ce contrôle mental, les faits démontrent qu'il n'est pas possible de le maintenir de façon continue et permanente. Il y aura toujours des moments de rupture. Et très souvent, cette alternance de contrôle et de rupture dans le contrôle va déboucher sur une alimentation émotionnelle. Ce qui fait qu'au bout du compte, de toute façon, dans les deux cas, on aura une sorte d'accumulation de périodes de contrôle, de perte de contrôle, de l'alimentation émotionnelle. Et finalement, au bout d'un certain temps, tout le monde se retrouve à peu près dans la même situation. Alors, la question, c'est finalement de savoir pourquoi il n'est pas possible de maintenir ce contrôle mental. Bon, les faits à ce sujet sont assez implacables. On sait que toutes les personnes qui tentent de maigrir en se servant de ce type de contrôle, le contrôle mental, qui peut prendre la forme
d'une simple surveillance, comme on dit, on fait attention à ce qu'on mange, ou qui peut prendre des formes plus structurées comme les régimes. Les pertes de poids qui ont été entraînées par ce contrôle se soldent à 95% par une reprise de poids et à 40% par ce qu'on appelle un rebond pondéral, c'est-à-dire que les personnes vont reprendre plus de poids qu'elles n'en avaient perdu. Bon, donc là, c'est tout à fait implacable. On sait par expérience que les gens ne réussiront pas à maintenir ce contrôle au-delà de périodes de 2 à 3 années. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le maintenir, ce contrôle? Pour plusieurs raisons. Donc, je vais en citer quelques-unes. La première, c'est que ce contrôle qui est destiné en fait à lutter contre nos envies de manger, c'est-à-dire que par définition, c'est ça le contrôle. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger des pâtes et que je mange des légumes, je suis dans le contrôle. Si j'ai envie de manger des gâteaux et que je m'empêche, je suis dans le contrôle. Si je veux me resservir et que je ne le fais pas, je suis dans le contrôle. Chaque fois que je m'empêche de faire une chose, de manger une chose, un aliment dont j'ai envie, c'est du contrôle. Et chaque fois que je lutte contre ces envies, en fait, physiologiquement, j'augmente l'intensité de mes envies de manger. Donc, d'une certaine façon, ce contrôle oblige à intensifier le contrôle. Plus je contrôle, plus je lutte contre mes envies de manger, et plus mes envies de manger augmentent, et plus je suis obligé d'intensifier ce contrôle. La deuxième chose, c'est que précisément ce contrôle, d'une certaine façon, il n'est pas gratuit. Il coûte quelque chose. Il coûte de l'énergie mentale, de l'énergie psychique. Et cette énergie n'est pas disponible en quantité illimitée. En fait, c'est la volonté, le contrôle est une ressource extrêmement limitée. C'est le contrôle mental qui est sous la dépendance d'une partie de notre cerveau qu'on appelle le système exécutif, qui nous sert à lutter contre nos envies de manger, à planifier l'organisation de nos repas, qui va intervenir à différents niveaux dans le comportement alimentaire. Et c'est ce même contrôle, ces mêmes parties du cerveau qui nous servent également à travailler, discuter, effectuer un certain nombre de tâches volontaires de la vie courante. Donc, il y a une sorte de compétition. Et toute cette énergie nécessaire à la réalisation de ces tâches est limitée. Donc, il faudrait la répartir. La troisième chose, c'est que ce contrôle, à la longue, devient totalement insupportable parce qu'il va créer des obsessions alimentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va lutter contre nos envies de manger, et plus on va sécréter de dopamine. La dopamine, c'est le médiateur qui est responsable de l'envie de manger. Quand le cerveau détecte un besoin, que ce soit un besoin physique ou un besoin émotionnel, il va en même temps déclencher une envie de répondre et de satisfaire ce besoin. Et ça se fait via une sécrétion de dopamine. Donc, la dopamine va augmenter, mais cette dopamine, elle a une autre fonction. C'est également le médiateur de l'attention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre cerveau détecte l'apparition d'un besoin, il ne se contente pas de créer l'envie de répondre à ce besoin, il va focaliser toute l'attention sur la satisfaction du besoin, faire en sorte que vous ne pensiez plus qu'à répondre aux besoins. C'est pour cette raison qu'on rencontre souvent des personnes qui viennent consulter, parfois uniquement pour cette raison-là, parce que la problématique alimentaire a envahi la totalité de leur sphère mentale. Ils ne pensent absolument plus qu'à la nourriture.
Donc, au bout d'un certain temps, eh ben, on a certaines personnes qui finissent par ne penser à la nourriture que du matin jusqu'au soir, et ça leur devient, ça leur rend la vie totalement insupportable. La troisième chose, c'est que la quatrième chose, pardon, j'en suis déjà, c'est que ce contrôle constitue un stress. Les mangeurs contrôlés sont plus stressés que les mangeurs régulés. En principe, la nourriture a une fonction qui est naturellement apaisante. Après un repas, si on mesure les hormones du stress, les médiateurs du stress, eh bien, ils ont normalement diminué. Sauf quand on a affaire à des mangeurs contrôlés. Dans ce cas-là, la quantité de stress augmente après le repas. C'est le repas lui-même qui est devenu un facteur de stress. Et là, on peut avoir des situations extrêmes dans lesquelles le repas est devenu tellement stressant, c'est-à-dire qu'il est tellement associé à des pensées pénibles, douloureuses, que pour se protéger de ce stress, les gens vont se couper, se dissocier de leurs pensées. Mais en même temps qu'ils se coupent de leurs pensées, ils vont aussi se couper de leurs sensations alimentaires. Or, c'est précisément l'attention que nous mettons sur les sensations alimentaires qui produit notre rassasiement, c'est-à-dire le processus naturel, spontané de l'arrêt du repas. Donc, en se coupant, en se protégeant, je dirais, du stress, en se coupant de ces pensées douloureuses, eh bien, on se coupe aussi de ces sensations alimentaires et on met en faillite les processus naturels de l'arrêt spontané du repas, c'est-à-dire le rassasiement. Une autre difficulté créée par le contrôle, c'est que précisément ce contrôle va imposer une attention spécifique sur les efforts de contrôle, et que à partir du moment où l'attention est sur les efforts de contrôle, je vais faire attention à ne pas trop manger, à ne pas dépasser telle et telle quantité, à ne pas succomber à mon envie de gâteau, de fromage ou de je ne sais quoi. Donc ça, c'est ça que j'appelle mettre l'attention sur les efforts de contrôle. À partir du moment où l'attention est portée sur les efforts de contrôle, elle ne porte plus sur les sensations alimentaires. Et donc, encore une fois, à partir du moment où l'attention est détournée des sensations alimentaires, on met encore en déroute ces processus du rassasiement. Le rassasiement est directement lié à l'attention que vous mettez sur vos sensations alimentaires. Et puis, un dernier point, c'est que ce contrôle va nous priver de la possibilité de réguler nos émotions, ce qu'on appelle la régulation alimentaire des émotions. Alors, comment ça va se passer? C'est que tout simplement, pour effectuer cette régulation des émotions, il est nécessaire de consommer un certain type d'aliments qu'on appelle des aliments réconfortants. Ces aliments réconfortants ont une particularité, c'est que, deux particularités. Il faut que ce soit des aliments appréciés, mais il faut également que ce soit des aliments riches, c'est-à-dire des aliments gras et ou sucrés. Or, ce type d'aliments sont précisément ceux sur lesquels vont porter les efforts de contrôle, c'est-à-dire ceux que l'on va s'empêcher de manger, soit totalement, soit en réduisant les quantités. Et donc, ces aliments vont être consommés alors soit ils ne seront pas consommés, et à ce moment-là, on s'expose dans les périodes de rupture à des comportements compulsifs, soit ils seront malgré tout consommés, mais ils vont être consommés avec un certain nombre de pensées négatives, de pensées stressantes. Et ces pensées stressantes vont transformer ces aliments réconfortants en aliments stressants. Donc, évidemment, se réconforter avec des aliments stressants, ça ne va pas être possible. Donc, on n'aura plus la possibilité de
finalement d'assurer cette fonction naturelle de l'alimentation qui est souvent méconnue, qui est donc la régulation de nos émotions, qui est un processus naturel, je le répète encore une fois. Bon, donc au bout du compte, eh ben, ce contrôle va augmenter nos envies de manger, il va perturber les processus de rassasiement, c'est-à-dire qu'il va retarder notre rassasiement, il va augmenter les envies de manger émotionnelles. Et pour lutter contre ces dysfonctionnements, ben en fait, ça nous conduit en permanence à augmenter sans arrêt les efforts de contrôle. Donc on est véritablement dans une espèce de cercle vicieux dont on n'arrive pas à s'extirper et dont on ne sort que dont on sort de toute façon obligatoirement par moment, parce que ce contrôle va forcément s'interrompre par moment, et ça va s'interrompre sur le mode de grignotage, de compulsion, ou même parfois de ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. Voilà. Bon, donc parfois, ça peut entraîner des troubles alimentaires graves qui vont conduire évidemment aussi à une aggravation des problèmes de poids. Voilà. Bon, alors quelle est la solution? La solution, ce n'est pas de dire on va supprimer tout le contrôle. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Le comportement alimentaire, je le disais dès le départ, est un comportement qui est contrôlé. Donc en fait, la solution, ça va être de supprimer ce contrôle-là, ce contrôle mental, ce contrôle cognitif qu'on peut véritablement qualifier de contrôle toxique et de le remplacer par un contrôle beaucoup plus sain, naturel, qui est le contrôle physiologique, celui qui est piloté par nos systèmes de régulation via les sensations de faim, rassasiement et les envies de manger émotionnelles. Alors, pour parvenir à ce résultat, là, je sais que je risque de dire quelque chose qui peut vous étonner ou même vous choquer. Eh bien, la solution la plus efficace, c'est de répondre de façon particulière à toutes les envies de manger qui se présentent, de sorte qu'on laisse les systèmes de régulation faire leur travail. Mais répondre à une envie de manger, ça ne se résume pas tout simplement à manger ce qu'on aime, à manger ce qu'on veut. Ça ne va pas suffire. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que commettent les gens qui sont dans le contrôle et qui voudraient s'en extirper. C'est-à-dire qu'ils se disent j'arrête de contrôler et à partir de maintenant, je mange ce que je veux. Ça suffit absolument pas et souvent, ça les conduit au contraire dans les compulsions. Répondre à une envie de manger, ça veut dire manger de manière très particulière. Alors évidemment, ça veut dire, première chose, manger les aliments dont on a envie et pas aller en chercher d'autres. C'est-à-dire que si vous avez envie de chocolat, vous ne calmerez pas une envie de chocolat avec des fraises. La deuxième chose, c'est de vous rester concentré sur les sensations que ça va procurer. Et la troisième chose, c'est de devenir capable, mais grâce à un travail un peu difficile, de mettre de côté toutes les pensées négatives qui concernent le poids ou qui concernent la nourriture. Pourquoi on fait ça? C'est pour empêcher précisément que ces envies se transforment à un moment ou à un autre en compulsion, parce que on sait très bien que si on lutte contre nos envies de manger, de deux façons, soit en s'empêchant de manger, soit en mangeant mais en se faisant des reproches, à un moment ou à un autre, ces envies se transformeront en compulsion. Là, on ne pourra plus contrôler les quantités et ces compulsions vont entraîner derrière elles un très grand nombre d'autres complications. Et répondre correctement à une envie de manger, quelle qu'elle soit déclenchée par la faim ou qu'elle soit déclenchée par une émotion, ça consiste à laisser les systèmes de régulation faire leur métier, faire leur travail, en mangeant, en tenant ce cadre, mais en toutes circonstances. Et c'est ça qui est difficile, c'est de tenir ce cadre en toutes circonstances, c'est-à-dire en toutes circonstances, être capable de manger ce dont on a envie, être concentré sur ce qu'on fait et ne pas se laisser envahir par les pensées négatives concernant le poids et la nourriture. Je dirais que ce que j'énonce, c'est simplement une définition. C'est la définition d'un cadre. Mais une définition, c'est très facile à exprimer. Ce qui est plus compliqué, c'est évidemment de mettre ce cadre en place. Et ça va nécessiter
tout un travail et souvent, il sera nécessaire de se faire accompagner dans ce travail si on n'arrive pas à s'en sortir tout seul.